Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque saison, le Paris Saint-Germain est de nouveau sous le feu des projecteurs pour des affaires extra-sportives ou des conflits internes larvés. Alors on imagine la lassitude des fans qui aimeraient simplement parler football et qui sont à chaque fois rattrapés par l'actualité. Alors on pourrait même se demander est-ce que l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, comme le disait si souvent le club. Alors parfois c'est le cas. On se rappelle politiquement lors de la crise du Golfe, quand il y avait un isolement diplomatique du Qatar, on a vu fleurir nombre d'articles et de publications qui étaient modifiés ou faites sous ordre. Parfois il y a également des querelles journalistiques pour des questions d'ego, de protection de sources ou pour X raisons qui altéraient le traitement juste du Paris Saint-Germain. Sauf que, et on le répète depuis des années, l'ennemi numéro 1 du Paris Saint-Germain, il n'est pas externe, il est interne et il se trouve dans la direction et notamment autour de toute cette galaxie-ci qui gravite autour du président Nasser El-Khelaifi. Alors dans cette vidéo, on va le faire en 3 points. On va commencer évidemment par tout ce qui se passe au niveau sportif, l'affaire Mediapart a sorti, et puis ensuite on va parler sur le volet judiciaire parce qu'il y a deux cas très intéressants, l'affaire Tayeb et l'affaire Malik qui a quand même trait à la sécurité nationale, à la souveraineté nationale même d'un pays, la France. Donc on commence tout de suite évidemment au niveau sportif avec les velléités de départ de Kylian Mbappé que vous avez dû voir. Donc évidemment, vous n'êtes pas étonné, c'est orchestré par son clan qui est lassé par les fausses promesses du club. Alors évidemment, certains diraient mais il savait dans quoi il s'engageait, il a été au club pendant des années, il a répété qu'il voulait partir pendant des années en off parce qu'il était énervé, et on peut le comprendre vu la gestion inique du Paris Saint-Germain. Alors on se rappelle des pressions politiques, Emmanuel Macron, on a eu deux prétendants, le Real Madrid et le PSG, qui ont absolument tout fait, qui ont essayé de tout donner, que ce soit financièrement et également en termes de garantie sportive. Le Real voulait en faire sa nouvelle égérie, donc ensuite le Paris Saint-Germain a dit la même chose, ne t'inquiète pas, Neymar va partir, c'est sûr, c'est toi la star et tout. On a tout promis, on rappelle que Forbes a expliqué que Kylian Mbappé est aujourd'hui le joueur le mieux payé du monde. Finalement, il y a eu ce revirement de situation qui était complètement inattendu quand tu entendais tout l'entourage, les amis, la famille de Kylian Mbappé, et donc il est resté, grande pompe, conférence de presse, tout ce que vous avez vu. Et quelques semaines après, quelques mois après, c'était déjà la bisbille, la désillusion, on va dire. Alors, on a presque envie de dire que ce mode de fonctionnement traîne Nasser El-Khelaifi et Qatari de tout promettre, que ce soit aux employés ou aux joueurs. Rappelez-vous Cavani, quand il fait sa très grosse saison, tu vas devenir mon futur capitaine, etc. 2 mois après, Neymar arrive, mais t'inquiète pas, Neymar, tu vas tirer les pénaltys, tu vas tout faire. Alors qu'on avait dit à Cavani la même chose, on a promis le brassard de capitaine à plein de personnes. Bref, le mensonge et les fausses promesses, c'est habituel. Mais globalement, c'est couvert parce que c'est vrai que la soupe, elle est quand même très très bonne. Sauf que là, on a promis donc un numéro 9. Dans l'idée, c'était Lewandowski, Bernardo Silva et Skriniar. Alors Bernardo Silva, c'est ironique parce que je ne sais pas quel illuminé a pu promettre ça, vu les relations politiques entre les propriétaires de Manchester City et du Qatar. C'est inenvisageable qu'un joueur de Manchester City cadre soit transféré au Paris Saint-Germain. Donc plus les semaines passaient, et évidemment, les Mbappé se rendaient compte que ce qu'on leur avait dit n'était pas vrai. Alors est-ce qu'ils n'ont pas assez pris de précautions? Ils ont tout simplement cédé aux promesses, aux tous les cadeaux, avantages en nature, parce que je peux vous dire qu'il y en a aussi pas mal. Ça, eux seuls peuvent le savoir. En tout cas, il y a une cassure qui était nette. Dès août, ils ont demandé à partir. Le torchon a brûlé avec Luis Campos, quand même, qui est venu avec la bénédiction d'Mbappé, et ensuite avec Nasser El-Khelaifi, qui aujourd'hui, évidemment, n'a pas tenu les promesses. Donc, en tout cas, aujourd'hui, la situation, elle est très compliquée. Dans le vestiaire, c'est quasiment invivable. Et il y a des très bons acteurs au Paris Saint-Germain. Devant les caméras, on fait croire, mais derrière, ça dit pique-pendre, et même des supposés amis. Donc là, le vestiaire, personne ne sait comment ça va se passer. Donc voilà, j'en ai parlé à quelques-uns depuis quelques temps. Là, c'est en train d'exploser et il y aura d'autres révélations parce que tout le monde va en découdre presque. Sauf qu'évidemment, on ne va pas le faire de face, on va utiliser la presse, des réseaux. Donc c'est quand même un peu triste d'en arriver là parce qu'encore une fois, le PSG a tout pour faire une exceptionnelle saison. Donc ça, c'est au niveau sportif. Évidemment, il y a ce qu'a sorti Mediapart hier avec cette agence de communication dirigée par un franco-tunisien, monsieur Lofty Ben Hadj, je dois peut-être mal le prononcer, qui est un lobbyiste assez connu, qui a fait des livres, qui a l'habitude de faire ce genre d'opération. Il avait travaillé notamment à un moment donné très proche de l'imam Chalgoumi et d'autres personnes, des réseaux Sarkozy aussi. Donc en tout cas, qui lui a été engagé. Alors le Paris Saint-Germain évidemment a démenti en disant on n'a pas fait ça. Ce à quoi l'un des anciens dirigeants a répondu sur RTL en disant mais bien sûr que si, on avait reçu les consignes notamment du directeur de la communication du Paris Saint-Germain et surtout Nasser El-Khelaifi, monsieur Jean-Martial Ribes, qui est parti ces derniers mois. Donc ces opérations de déstabilisation, de cyberharcèlement, en fait il n'y avait pas que ça. On va rappeler qu'avant toute chose, ces genres de cabinets noirs, il y en a énormément dans le football. Rappelez-vous le Barça, Bartomeu a même trollé les Messi, les piqué ses propres joueurs. Manchester City utilise également cela, notamment le cyberharcèlement envers toute personne un peu critique vis-à-vis du régime d'Abu Dhabi, propriétaire du club. On pourrait évidemment parler en France où tu as des clubs qui utilisent ça notamment pour glorifier certaines personnes. On peut penser évidemment à Bordeaux, mais Saint-Etienne l'a fait évidemment pour déstabiliser le soi-disant ennemi qui serait à l'extérieur. Vis-à-vis du Paris Saint-Germain, ces collaborations, elles étaient multiples. C'est-à-dire que tu n'avais pas une seule agence, tu en as eu plein. Il y a notamment eu une opération en Espagne à un moment donné où on s'est mis sur les côtes du Barça et de Javier Tebas, c'était
la grande idée du club en disant oui, on va voir ce que le Barça et tout. Alors, c'est un peu triste parce que tu dis que c'est un club de foot et on a mis énormément d'argent en fait à troller et quelque part à se comporter comme des enfants de 14 ans. Donc, parce que ça vient vraiment du club. Et dans toutes ces agences-là, donc cette agence en question qui vient grâce à l'entourage de Nasser, puisque donc ce monsieur est un habitué du New Baghdad, qui est un café chicha à Paris avec Jamel Bourras, évidemment proche à un moment donné de Adel Aref, qui était le chef du cabinet de Nasser El Khelaifi, enfin supposé chef de cabinet, parce que le cabinet il n'y en a jamais vraiment eu. Adel Aref, dont on a souvent parlé, qui est aujourd'hui dans une filiale de Beansport en Turquie, payé, on ne sait pas trop pourquoi. Ça fait partie un peu de toutes ces personnes qui gravitent autour de Nasser El Khelaifi, du Paris Saint-Germain, de Bein et du Qatar, et tu sais jamais trop à quoi ils servent. Donc, en tout cas, ce monsieur a obtenu le contrat. On a même parlé de centraliser d'autres agences vis-à-vis de la sienne, donc on voit bien qu'il y en a eu plusieurs. Alors, comme je vous dis, ça prend plusieurs formes, vis-à-vis de la presse, etc. Donc, Mediapart l'a expliqué. Il y a eu des vis-à-vis de certaines personnes en particulier, notamment Jérôme Casadieu, qui est directeur de la rédaction de l'équipe, je crois, un pote à moi aussi, Abdellah Boulma, moi aussi, enfin bon, ça c'est ciblé et des fois les clubs le font. Ce qui est plus surprenant dans le cas du Paris Saint-Germain, c'est que déjà ça s'est mis sur tous les réseaux, qu'on a oublié, Snapchat, Instagram, etc. Mais que ça s'est dirigé vis-à-vis de ses propres salariés. Alors on peut penser, c'est pour ça que ça rappelle vraiment la gestion Bartomeu qui a été apocalyptique au Barça, ce qui montre le niveau de la direction parisienne, c'est tellement triste d'ailleurs pour un club aussi beau. Et donc, tu as Antero Henrique, qui à l'époque c'était la guerre avec le directeur de la communication, et ensuite évidemment ce qu'on a lu sur Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Alors vous doutez bien que là, les Mbappé ils sont plus que furieux et tout ça. Évidemment, le Real de l'autre côté, s'ils peuvent récupérer le joueur, ils vont le faire. Hein. Parce que, évidemment, c'est une institution quand même, comme on le dit, c'est un mot qu'on adore dire dans le foot. Bon, les institutions aujourd'hui, elles seront toujours plus faibles que les individualités et leurs desiderata, même s'il y a toujours des limites. Je vous rassure, les gens ils disent le train il est passé qu'une fois. Non. Pour ce genre de joueurs, pour Haaland ou Mbappé, le train il passe quand ils ont envie à ce niveau-là. Maintenant, il n'y a jamais eu non plus de contact complètement rompu avec le Real. On verra ce qui va se passer en tout cas ces prochains mois, mais c'est super chaud dans le vestiaire et tout. Et là en fait tu te dis mais comment chaque saison il peut avoir autant de conflits. Campos Henrique c'est sorti dans la presse. Maintenant Campos... pourquoi? Il y a des problèmes aussi dans l'association. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce point-là? C'est très simple en fait ce qui se passe. C'est que vous avez un système dirigé par un homme qui s'appelle Nasser El Khelaifi, qui peut remercier quand même son directeur de communication pendant des années, qui a réussi à faire croire à plein de gens que c'était un mec cool, diplomate, bien et tout ça. Le problème, comme on l'a souvent expliqué, c'est l'entourage. C'est que vous avez plein de gens autour qui vont court-circuiter. Vous avez les trois frères abécédiques, Bob, Ahmed et Abdelkader, qui des fois ont des bisbilles les uns les autres. À un moment donné, notamment Ahmed, il était parti de l'entourage de Nasser, il est revenu, etc. Il y a eu plein de bisbilles. Vous avez évidemment ce monsieur dont on va parler, Hicham Karmouzi, l'ancien majordome marocain de Nasser, qui l'accompagnait de partout. À l'époque, vous aviez également un franco-tunisien, Hichem Bouadjila, qui était très proche, qui est parti il y a des années. Vous avez Jamel Bourras, à un moment donné aussi, qui est là. Parce que c'est là aussi, il faut comprendre, c'est que vous avez des gens qui viennent, qui repartent selon les alliances, etc. Vous aviez évidemment Sophie Jourdan, la personne la plus importante autour de Nasser, qui est également partie. Vous avez surtout Khaled, le grand frère de Nasser, qui va lui-même ramener des gens, comme Adel l'Égyptien, qui vendait des poulets, si je ne dis pas de bêtises, à la frontière saoudienne et qui est parti aussi. Donc il y a plein de gens autour, tu comprends pas trop. T'en as d'autres personnes, celles-là vont ramener d'autres, notamment les frères BCD qui ont ramené d'autres personnes. Lui, il a ramené d'autres personnes. Enfin, c'est... Et encore une fois, tu sais pas trop qui fait quoi. Évidemment, on a oublié parce qu'il y a Bein qui est très proche, Youssef El Obaidi, qui est donc l'adjoint, vis-à-vis de Nasser, pour Bein, ils ont fait ça tous les deux, lui-même très proche du fameux Adel Aref, le chef du cabinet qui n'existe pas, qui lui-même est proche d'un haïtien qui s'appelle Gary pour des soirées, enfin bref. Quand vous voyez tout ça, on en a déjà parlé, c'est un peu n'importe quoi. Et vu qu'en fait on promet monts et merveilles, que ce soit des employés à des joueurs, et qu'on ne tient pas ses promesses, et derrière il y a un souci. Et on se rappelle notamment de la crise diplomatique, elle est très importante. Le Qatar était sous attaque réelle, et des fois c'était orienté. Et là beaucoup ont dit à Nasser, prends soin de ton personnel. Peut-être faudrait les augmenter un peu, parce qu'il y en a, c'était des chaouches, littéralement, les retenues sur salaire, le mauvais traitement. On rappelle que tu as 2 femmes de ménage, El Khelaifi, à Londres, à Paris, qui ont fui, qui a des employés de Nasser qui ont fui. Donc, comme je vous dis, retenues sur salaire, notamment par son grand frère Khaled, il y a eu des mauvais traitements, réels, également au sens physique du terme. Et donc, quand tu comprends pas ça, parce que ces gens-là, ils ont tout en linge sale, et certains ont essayé d'être approchés, etc. On se rappelle que même Bein, il y a des gens, 2 personnes, qui ont été accusés en fait d'avoir été des agents doubles pour d'autres côtés, etc. Donc c'est très compliqué. Et quand vous avez compris un peu ce schéma psychédélique, avec plein de gens ensuite qui gravitent autour, il y a même des mecs fichés au grand banditisme qui parfois sont invités au carré, ce qui pose évidemment question. Et surtout toute la batterie de lobbyistes et de gens qui se disent affairistes, hommes d'affaires ou que sais-je encore, et surtout opportunistes, alléchés par les strass, les paillettes et surtout le potentiel Eldorado qatari, et vous vous dites, ok, il y a tout le Grand Paris,
partout de la France, etc. qui est là. Je rappelle qu'au Carré, vous avez le patron de Total, vous avez un ancien président de la République, vous avez accès à plein de personnes. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait de multiples réunions au Carré, on voyait des Éric Besson, des Yasmina Benguigui, des Rachida Dati, etc. dans un endroit tranquille. Pour un service de renseignement, ça n'a aucun prix. Et donc la véritable fonction du Paris Saint-Germain, on le dit depuis très longtemps, évidemment, il y a le côté foot, etc. pour l'image, mais il y a tout le reste, tout le business qu'on peut faire. Alors, il y en a certains qui ont parlé de soft power, etc., voir les liens développés entre le Rwanda et le Qatar à travers le Paris Saint-Germain, mais également la stratégie française avec l'ambassade et plein d'autres organismes. Et là, on va revenir un petit peu sur cette boîte de communication qui avait été employée justement par le Paris Saint-Germain, et notamment son directeur de communication, Jean-Marcel Ribes, qui est parti à LVMH. Il y avait d'autres plans qui avaient été faits, notamment de publier dans des magazines gays des articles critiquant l'Arabie Saoudite, également de financer quelques ONG, principalement en Angleterre, pour dire que le rachat de Newcastle par les Saoudiens c'était compliqué. Ça faisait partie notamment de la période lors du blocus où il y avait des grosses tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors c'est vrai que c'est assez ironique de voir des membres de la communauté LGBT ou des organisations de droits humains, ou supposées telles, qui sont en fait financées derrière par des opérations à Doha. Mais c'est le jeu, les Émiratis font pareil, les Saoudiens font pareil. Pour vous donner juste un petit exemple et montrer qu'il n'y a absolument rien contre le Qatar dans cette vidéo et qu'il faut toujours checker et double-checker, vis-à-vis du Yémen, souvent on entend que le Qatar est aussi dedans, etc. Et on va quand même te dire, voilà, surtout les Saoudiens et tout. Attention, les Émiratis aussi sont là. Et les Émiratis financent une milice armée et politique qui est le STC, le Conseil de transition du Sud. Pour avoir interrogé Ahmed bin Faled, l'un des représentants politiques de tout ça, donc pour mon prochain livre qui sort le mois prochain, qui m'a pris 2 ans, et il nous dit, voilà, à un moment donné, les Qataris ont donné les coordonnées des soldats de la coalition, donc la coalition arabe, Arabie Saoudite, etc., aux Houthis, qui sont donc le groupe militaro-politique qui détient la capitale du Yémen, Sanaa, et qui sont soutenus par l'Iran. D'où notamment l'une des guerres du Yémen, parce qu'il y en a plusieurs. Donc il dit ça, il dit ils ont donné les coordonnées parce qu'ils avaient des liens ancestraux qui remontent aux guerres de Sada, c'est dans le livre, ce qui est réel pour le coup, et donc ça a causé la mort de beaucoup de soldats, c'est pour ça qu'on ne peut pas, ils sont trop proches de l'Iran et tout. Ça, c'est un discours qu'on entendait beaucoup lors du blocus, sauf qu'il faut le checker, le double-checker, le triple-checker. Tu peux notamment le checker avec Andreas Krieg, qui a travaillé notamment en tant que conseil vis-à-vis de l'armée qatari, connaît très très bien tout ça. Il a dit mais non, après tu vas te renseigner vis-à-vis des gens de l'ONU, vis-à-vis de tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, c'était une opération de communication pour faire passer les Qataris pour des traites, etc., notamment au Yémen, en disant qu'ils seraient là à soutenir les frères musulmans, que sais-je. Ok, le Qatar, ils ont une petite influence au Yémen, mais absolument pas comparable avec l'influence qu'ils ont eue en Libye, en Syrie ou en Somalie, où là, en effet, elle est réelle et on pourra en discuter. On voit cette affaire, donc, Tayeb, qui a été détenu, comme je vous le disais, au Qatar, qui représente aujourd'hui par Juan Branco, qui est très médiatique avocat, qui était déjà là vis-à-vis du Real, vis-à-vis de la Ligue espagnole et tout. Bon, j'aimerais quand même bien savoir, des fois, qui paye les frais d'honoraires. Donc, qui a parlé, qui a fait ça, quand même une tribune politique. Bon, Tayeb, très très proche d'Hicham Karmouzi, l'ancien majordome de Nasser qui a fui, qui est parti, qui est wanted. Le mec le plus wanted aujourd'hui, c'est lui. Hein. Tout le monde dit que c'est le traître. Hein. Personne ne sait où il est. Parce que lui, il a tout le linge sale. Toute la vie privée de Nasser, qui est la grande crainte de Nasser et surtout de son frère, que ça sorte un jour. Honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie privée de Nasser ? Les business qu'il peut faire, etc. Est-ce que c'est commandé par le Qatar et tout ? Ça serait intéressant. Le Qatar ferait leur demander. Est-ce que tout ce qu'il fait, ce monsieur, vous êtes au courant ? Parce que c'est facile de dire j'agis pour le Qatar. Est-ce que vraiment c'est le cas où il prend des initiatives de son propre chef ? Donc, Tayeb, là aujourd'hui, son avocat a parlé, il explique sa détention, qu'il détenait des choses, que c'est pas normal et tout, et en effet. Donc ce monsieur, c'est un lobbyiste, très proche des réseaux Sarkozy, notamment Yasmina Benguigui, Rachida Dati, etc., Éric Besson. Il est également très proche d'une autre personne, qui s'appelle Malik, qui est un ancien flic, un ancien des séries, donc des GSI, qui était quand même brigadier chef, qui avait servi le Paris Saint-Germain lorsqu'il était encore en service, en 2016, je ne dis pas de bêtises, notamment pour le retour des ultras. Ce qui avait posé beaucoup de problèmes à l'époque au ministère de l'Intérieur, à la police et au Paris Saint-Germain, où Jean-Claude Blanc, qui avait eu, je ne dis pas de bêtises, des contacts au niveau du ministère de l'Intérieur, on l'avait prévenu. Sauf que Nasser El-Khelaifi a jugé que c'était une bonne idée. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a énormément de gens qui étaient dans de très hautes fonctions, dans le niveau de la sûreté de l'État, sécurité, tout ce que vous voulez, renseignements, qui ont rejoint le Paris Saint-Germain, notamment ce qu'on pourrait appeler des gens plutôt proches de Nicolas Sarkozy. Et Malik, donc là aujourd'hui il y a une affaire judiciaire à tous les niveaux, on parle de trafic d'influence, de pas mal de choses. Il avait attaqué d'ailleurs le ministère de l'Intérieur et il a perdu à ce niveau-là. On rappelle également qu'il est parti du Paris Saint-Germain il n'y a pas longtemps, d'ailleurs il a reçu des indemnités. Il faisait l'été référent supporter, sauf qu'il ne faisait pas que ça. Des fois on lui demandait d'autres choses, tel renseignement sur tel mec, etc. et tout. Et en fait tu te rends compte qu'il y a toute une galerie de personnes qui naviguent autour, et on va remonter encore à la communication, notamment vis-à-vis de Jean-Marcel Ribes, vis-à-vis de Nasser, mais tu sais jamais trop qui donne les ordres, etc. Et ensuite, tu as une dame qui est entre Tayeb et Malik, on va l'appeler SS,
Siem Swib, une Tunisienne qui est une lobbyiste, qui s'en cache pas que son principal client, c'est l'État du Qatar. Donc elle est là pour faire la promotion du Qatar en France, et c'est du lobby, on comprend. Elle est très très proche de certaines personnes de gauche, notamment en France, et donc elle va ramener des politiciens, etc. Elle est à l'ambassade du Qatar. Et combien de rendez-vous il y a eu entre ces gens-là, notamment M. Malik, avec une autre personne de l'ambassade qui s'appelle Abou Matar, c'est un pseudo, attention, il a un autre nom. Il a été exfiltré il y a quelques années pour une affaire un peu scabreuse, on va dire ça comme ça pour être gentil, mais en fait ce mec-là était dans les services. Et ce mec-là a accès à d'autres personnes qui des fois étaient des fonctionnaires ou des anciens très hauts fonctionnaires français des renseignements, de la police, et qui donnaient certaines informations. Là, c'est autre chose, parce que tout ça, ça passe par certains étages, dont le Paris Saint-Germain. Et quand tu entends le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure ambassade qu'on ait jamais eue, tu commences à réfléchir, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une infiltration politique, médiatique, et en termes d'image, regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui vont prendre fait et cause pour le Qatar, des gens connus, des artistes, que vous voulez, etc. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est le raisonnement. Comment on en arrive là? On en arrive là parce qu'il y a un club de foot qui déchaîne les passions, qui suscite de l'amour et qui a aussi un enjeu de pouvoir. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et au milieu, tu as une personne qui ensuite se fait passer pour le martyr du Qatar quand il y a un problème, parce qu'en effet, le Qatar a des ennemis. Et ils ont compris où était le talon d'Achille. Et lui, en fait, toutes ces affaires, parce qu'il a fait plein d'affaires, et comme je vous dis, il n'y a que des conflits entre tout le monde. Par exemple, une personne de l'entourage, pour essayer de revenir après une tentative de chantage, a fait croire qu'elle avait le cancer, en falsifiant des rapports médicaux, pour vous montrer un petit peu le degré quand même, les trafics de place. Enfin, comme je vous dis, la soupe, elle est très bonne, même s'il y a des fois des mauvais traitements. Et là, dans les deux affaires qui nous intéressent, donc on dit oui, c'est contre la Coupe du Monde 2022, notamment M. Taïeb. Non, ce qu'il a surtout, c'est vis-à-vis de Nasser El Khelaifi. Et c'est toujours l'excuse. On en veut au Qatar, c'est pour la Coupe du Monde, je protège le pays. Et il faudrait se méfier si en fait Nasser El Khelaifi ne se sert pas justement de cet argument pour protéger ses propres intérêts et tous ses divers business. Et là, vous allez voir que c'est quand même allé très très loin, parce qu'il y a des enregistrements aussi audio. Et là, on apprend donc qu'on a demandé à des gens de mettre des gens sur écoute et tout. Enfin, ça va super loin quand même. On rappelle que c'est un club de foot à la base. Et là, vous avez, donc je vais citer, d'après le Parisien, Siem Swib qui aurait confirmé aux enquêteurs avoir été suivi, surveillé et cambriolé par une petite bande de privés. On parle d'agents retournés, on parle de barbouze, on parle de cambriolage, on parle de mecs qui ont été fichés en grand banditisme au carré. On parle de tout en fait sauf de foot. Sauf que là, le système il est en train d'imploser. Parce que notamment ce monsieur il est parti, elle est partie, il est parti, il y en a plein qui sont partis. Et il y en a d'autres. Et ce monsieur, il a créé tellement de problèmes, notamment à BIN, dans le monde arabe, tous les diffuseurs. Mais vous saviez quand il y a eu le fameux piratage BIN JQ, moi j'ai eu des mecs, les mecs ils faisaient la fête. Ah, ils se sont fait pour lui, parce qu'il nous a tellement mené la vie dure. Il y a aussi plein de questions à se poser sur ce monsieur, son grand frère. Pourquoi il ne peut plus rentrer en France, etc. Mais là, on arrive sur les vrais sujets. Pourquoi, à un moment donné, le Qatar était si intéressé par les banlieues en France? Et pourquoi ça passait, à un moment donné, par des gens liés au Paris Saint-Germain? Pourquoi l'État français, à un moment donné, on a quand même des services, tu as des gens retournés, tu ne dis rien. Tu as un président de la République actuel en fonction, qui a aidé un club détenu par un pays étranger à prolonger sa star. Tu avais un ancien président, M. Sarkozy, qui a quand même mis tapis rouge. Hollande, au début, il a mis un cabinet noir d'ailleurs un peu contre le Qatar, etc., pour voir certaines affaires s'il pouvait avoir entre Nicolas Sarkozy et le Qatar. Après, ça a été mieux. Quand tu vois le nombre de politiciens ensuite qui vont donner l'avis qatari, etc. Alors évidemment, c'est une réponse, parce que les Émirats font pareil, l'Arabie Saoudite fait pareil. Mais sauf que là, ça passe par un club de foot, et le rôle très trouble d'une personne qui est au milieu, qui a promis monts et merveilles à tout le monde, et qui au final a laissé tomber tout le monde. Ajoutez à ça que d'autres très proches de Nasser El Khelaifi réfléchissent à y aller aussi, et là, on se rend compte que la situation elle est inextricable et qu'elle va forcément impacter le Qatar. Parce que qu'on le veuille ou pas, Nasser El Khelaifi est l'homme le plus médiatique et connu dans le monde entier après l'émir. C'est lui le Qatari le plus important, même si ce n'est pas le cas au niveau politique. Dans la tête des gens, c'est l'image qu'ils ont. Et donc forcément, si tout est amené à être révélé, ça va impacter aussi le Qatar. Donc pourquoi ils ne l'ont pas débranché avant? C'est une vraie question. Mais en tout cas, il était temps que ça sorte, ça fait 10 ans. Ça me gêne un peu quand même qu'il y ait une politisation derrière. Mais malheureusement, c'est comme ça, parce qu'il y a trop d'ennemis, trop d'intérêts. Et je le répète, le monde du foot et de la politique sont inextricablement liés. Et quand quelqu'un sort, c'est que quelqu'un avait intérêt à le faire. Pendant 10 ans, on a réussi à passer les choses sous silence. Mais là, vu que tous ils sont en train de s'étriper les uns les autres pour sauver les fesses, j'ai peur que cette fois, ça soit bien la fin. Allez, bonne chance à tous. Le Paris Saint-Germain mérite bien mieux. J'espère qu'il y aura un nouveau président bientôt. Et comme ça, je pourrai me donner à fond sur d'autres dossiers. Ciao!